L'histoire commence avec Jian, un homme qui avait tout perdu. Il n'avait pas d'argent et sa famille l'avait abandonné. Jian n'avait même pas les moyens de payer les soins pour sa mère malade. Il était plongé dans les dettes, sans issue. Un jour, quelqu'un lui proposa de participer à un jeu de la mort. Environ 500 personnes étaient présentes à ce jeu. Il y avait un robot dans ce jeu qui tuait toute personne commettant la moindre erreur. Pour sauver sa vie, Jian trompa même un vieil homme malade du cancer et réussit à s'en sortir. Il gagna ce jeu et partit, mais il était le seul à en sortir vivant. Les autres, eux, moururent tous pendant le jeu. Après sa victoire, Jian reçut une grande somme d'argent, mais il n'en toucha pas un centime. Il regrettait la mort des autres, même si ce n'était pas lui qui avait organisé le jeu. Un jour, un homme mystérieux l'appela à l'hôpital. À sa grande surprise, il vit que c'était le vieil homme malade du cancer qu'il croyait mort. Ce dernier lui révéla que les gens étaient tués pour divertir les autres. Il expliqua que ce jeu de la mort avait été créé par ce vieil homme, car il s'ennuyait de sa propre vie. Jian, furieux, décida d'arrêter ce jeu. Peu après, il rencontra Juho, un policier à la recherche de son frère, qui avait échappé à la police après avoir commis une fraude. En enquêtant, Juho découvrit un ticket de jeu dans la chambre de son frère. Il poursuivit son investigation et finit par rencontrer Jian. Juho apprit qu'il allait participer au jeu et, après avoir tué un garde, réussit à entrer. Une fois dans le jeu, il découvrit les atrocités commises et recueillit des preuves. Il réussit à fuir l'île et envoya les preuves à la police, mais en raison du manque de signal, elles ne furent jamais reçues. Juho fut capturé par le Froment, l'homme qui dirigeait ce jeu. À la grande surprise de Juho, le Froment était son propre frère. Avant de le tuer, son frère lui montra son visage, puis lui tira une balle. Ils pensèrent qu'il était mort et jetèrent son corps dans l'eau. C'est ainsi que se termina la première saison. La deuxième saison reprend au même endroit. Nous retrouvons Jian, qui se rend à la station de métro pour retrouver sa fille. Là, il remarque deux hommes, l'un d'eux étant celui qui lui avait donné le ticket de jeu. Jian comprit qu'il recrutait à nouveau des participants pour un nouveau jeu. Il décida de les arrêter, mais il arriva trop tard, l'homme avait déjà disparu. Jian réussit à récupérer le ticket et appela immédiatement le Froment pour lui dire qu'il l'empêcherait de réussir. Cependant, le Froment lui répondit en le menaçant, lui conseillant de ne pas se mêler de leurs affaires. Jian réalisa que les gens du jeu le surveillaient toujours. Il soupçonna qu'un tracker était installé dans son corps. En vérifiant, il le trouva sous sa peau et l'enleva. Après cela, il se cacha pour éviter d'être localisé. 2 mois passèrent, et Jian était toujours à la recherche de son frère, mais il voulait aussi mettre fin au jeu. Il en discuta avec ses supérieurs, mais personne ne le crut. Personne ne reçut les preuves qu'il avait envoyées. Les autorités pensaient qu'il mentait. Puis, le Froment retrouva Jian et frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il vit 2 têtes coupées. Ses yeux s'ouvrirent soudainement. Il se réveilla, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais à peine se leva-t-il que quelqu'un frappa à sa porte, un gangster. C'était le même gangster à qui Jian devait une énorme somme d'argent. Mais maintenant, ce gangster travaillait pour Jian. Avec ses complices, il cherchait des personnes dans les stations de métro, celles qui recrutaient des participants pour le jeu Skid. Le moment était enfin venu, 2 ans après que Jian ait été engagé dans ce jeu de la mort. Il confia alors au gangster la tâche de rassembler des jeunes dans les stations de métro. En échange, il lui donna 1 million de yens et lui promit 1 milliard de yens si lui et ses hommes réussissaient à retrouver l'homme qui avait recréé le Skid Game. L'annonce de cette somme stupéfia le gangster, qui encouragea ses hommes en leur offrant la moitié de la récompense s'ils retrouvaient cet homme. Il espérait ainsi que tout le monde travaillerait avec ardeur. Si cet homme n'était pas trouvé cette fois-ci, il faudrait attendre encore 1 an, et pendant ce temps, beaucoup mourraient à cause de ce jeu. D'autre part, Juno, l'homme qui avait été sauvé par un pêcheur, tentait aussi de retrouver l'île où se déroulait le Skid Game. Ils avaient exploré toutes les îles environnantes, mais n'avaient pas encore trouvé celle du jeu. En revenant à la scène, nous voyons le gangster qui entraîne sa nouvelle équipe. Il leur expliqua qu'il devait chercher un homme portant un costume,
un attaché-caisse rempli d'argent, et qui ferait jouer un jeu de dés avec eux avant de leur remettre une carte. Après plusieurs jours, ils finirent par trouver cet homme, qui jouait au jeu de dés avec 2 autres personnes. Il leur donna sa localisation, et les hommes du gangster commencèrent à le suivre. Cet homme alla dans un magasin de proximité, où il offrit aux mendiants le choix entre un pain et un ticket de loterie. Presque tout le monde choisit la loterie, mais personne ne gagna. Il jeta alors tous les pains au sol et marcha dessus, leur disant que c'était eux qui avaient gaspillé la nourriture, les incitant à comprendre que leur désir de gagner de l'argent était de la pure cupidité. Il testait ainsi leur mentalité, afin de les préparer pour le prochain jeu. Les hommes du gangster envoyèrent rapidement cette information à Jian, qui se précipita vers l'endroit indiqué. Mais sur la route, il commet un excès de vitesse, et un policier le stoppe. Ce policier, qui était Juno, remarqua que Jian agissait de manière étrange. Il ne demanda même pas pardon, mais tenta de partir rapidement, comme s'il fuyait quelque chose. Juno se souvint que c'était Jian qui l'avait conduit jusqu'au Skid Game la première fois. Il décida alors de suivre Jian en enquêtant. De retour à la scène, nous voyons les 2 hommes qui avaient trouvé le type du Skid Game. Ils décidèrent de s'emparer de la récompense et de se diviser l'argent, mais lorsqu'ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer, ils furent à leur tour tués. Lorsque Jian arriva à cet endroit, il ne vit que du sang sur le sol. Il comprit que ces hommes avaient été tués par cet homme. En entrant dans la pièce, il découvrit que l'homme était un ancien participant du Skid Game, un psychopathe qui appréciait jouer à ce jeu mortel. Le jeu consistait à jouer à pierre-papier-ciseaux, avec pour règle que celui qui perdait devait être tué. Lorsqu'un de leurs compagnons perdit, l'homme lui tira une balle dans la tête. Après cela, il demanda à l'homme où se trouvait Jian. Dès qu'il eut l'adresse, il la suivit, mais lorsque Jian arriva chez lui, l'homme était déjà là, caché à l'intérieur. Il aurait pu tuer Jian, mais comme nous l'avons vu précédemment, cet homme aimait jouer à des jeux mortels, et il voulait maintenant inclure Jian dans ses jeux. Il décide de jouer au jeu avant de dire à Jian qu'auparavant, il était responsable de transporter les corps des victimes du Skid Game, mais il trouvait cela ennuyeux. Il aimait plutôt tuer, c'est pourquoi il avait demandé à changer de tâche au froment, qui lui avait alors donné une mission étrange, tuer son propre père. Il l'avait fait sans hésiter, et en récompense, le froment lui avait donné une arme à feu. Il affirmait maintenant pouvoir tuer n'importe qui. Jian lui demanda directement l'adresse du froment pour pouvoir l'arrêter et mettre fin à ce jeu. L'homme sourit et proposa un jeu. Il y a un pistolet devant toi, avec une seule balle. Nous allons jouer à tour de rôle et celui qui perd, meurt. Si je perds, tu auras l'adresse du froment. Jian, sans peur, accepta le défi, car il n'avait plus peur de la mort après tout ce qu'il avait vécu dans le Skid Game. Ils commencèrent à se tirer dessus, et lors du 4e tour, l'homme se pointa le pistolet sur lui-même et se tua, piégé par son propre jeu. Jian gagna et récupéra l'adresse du froment. Cependant, avant qu'il n'ait pu en parler, Juno, le policier qui l'avait suivi et avait des soupçons, arriva chez lui. En entendant un coup de feu, il se précipita à l'intérieur, pensant que Jian était un tueur. Juste avant d'engager un affrontement, un autre homme, celui qui avait survécu à un jeu mortel, intervint pour sauver Jian. Juno lui expliqua qu'il avait été témoin du même genre de jeu et qu'il voulait maintenant tout révéler. Juno et Jian partagèrent leurs informations. Les morts du Skid Game étaient expédiés ailleurs après leur élimination. Jian proposa alors à Juno de l'aider à arrêter les créateurs du jeu. Il parla du froment et de son associé, un homme malade qui avait fondé le jeu avec l'aide d'un patient cancéreux. Le gangster, qui écoutait depuis un coin, intervint en déclarant qu'il voulait aussi se venger pour son ami innocent, et qu'il était prêt à aider. Il avait quitté la mafia pour se consacrer à cette mission. Jian les mena dans un appartement rempli de l'argent qu'il avait gagné lors du jeu, l'utilisant maintenant pour financer leur mission. Juno montra aussi qu'il avait acheté des armes sur le marché noir et avait préparé un lieu secret pour l'entraînement. Mais Jian savait que cela ne suffirait pas. Il demanda à Juno de démissionner de la police pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. La scène change, et nous rencontrons un nouveau personnage, Niel, une jeune femme pauvre qui travaille dans un hôtel en portant des costumes pour divertir les enfants. Elle vit dans le sous-sol de l'hôtel, n'ayant pas de maison. Une petite fille s'était particulièrement attachée à elle,
une enfant atteinte d'un cancer des os. Niel, la petite fille, n'a pas assez d'argent pour un transplant, et elle est en train de mourir. Un jour, elle est admise en urgence à l'hôpital, et Niel, dévastée, se précipite pour la voir. Elle veut l'aider, mais elle n'a même pas d'argent pour elle-même. Plus tard, dans le parking, 2 personnes lui remettent un carton avec le logo du Skid Game. La scène change et nous voyons Gino avec sa mère, assise et triste, attendant son frère. Gino sait que son frère ne reviendra jamais, qu'il est perdu dans ce jeu mortel, mais, malgré la douleur, il décide de partir à sa recherche. La scène coupe à Jian, qui se fait opérer des dents. Après avoir retiré une dent, il se fait poser une fausse dent contenant un traceur. Il prévoit de rencontrer le Froment bientôt. Le groupe veut capturer le Froment et tous les autres impliqués dans le jeu. On apprend que le gangster du groupe a recruté des commandos via ses connexions. Ces hommes, prêts à tout pour de l'argent, n'ont aucune morale. Niel, quant à elle, a été recrutée non pas comme joueuse, mais comme agent de sécurité dans le Skid Game. Gino et son groupe, armés d'outils et de stratégies, arrivent à l'adresse du Froment, un club. Gino refuse d'y entrer car il craint que le Froment le reconnaisse. Mais ses alliés décident d'entrer sans lui. À l'intérieur, il remarque des gardes portant les uniformes du Skid Game. Cela confirme que le Froment n'est pas encore là, mais qu'il pourrait arriver sous peu. Lorsqu'ils entrent, Gino remarque que Jian a été capturé par les hommes du Froment, mais il découvre bientôt que ce n'est pas le vrai Froment dans la voiture, mais un dispositif de communication. Ils poursuivent la voiture pour kidnapper le Froment, mais en réalité, il est ailleurs, leur conversation ne faisant qu'aggraver la confusion. Le Froment se moque de leur tentative en leur affirmant que personne n'est forcé de jouer au Skid Game, que les joueurs sont là par désir d'argent. Jian, furieux, lui reproche de se cacher derrière une prétendue œuvre sociale. Le Froment rit et répond que ceux qui participent au jeu sont déjà des perdants dans la vie. De l'autre côté, le sniper du Froment a crevé les pneus des voitures de Gino et de son équipe pour les empêcher de poursuivre. Jian tente de se libérer, mais il se rend vite compte que la voiture est blindée, tout comme le conducteur qui porte un gilet pare-balles. Pris dans cette voiture, Jian réfléchit à un plan. Finalement, il demande à participer à nouveau au jeu. Il pense que s'il y retourne, il pourra arrêter les atrocités du jeu. Frustré par cette situation, il décide que celui qui déteste le plus ce jeu serait peut-être celui qui pourrait le stopper. Le Froment, intrigué, l'enregistre à nouveau. Après l'avoir assommé, il le transporte à l'île du Skid Game. Gino, à bord d'un bateau, suit leur piste à l'aide de traceurs, déterminé à retrouver où ils emmènent Jian. Sur l'île, Jian découvre que les règles du jeu ont légèrement changé, mais il se rend vite compte que les joueurs sont toujours dans la même situation désespérée. Les gardes annoncent que chaque gagnant recevra 45,6 milliards de yens après 6 ronds de jeu, avec une nouvelle règle. Si les joueurs votent pour arrêter le jeu, les gains seront partagés parmi eux. Après avoir signé un contrat, les joueurs, dont un rappeur célèbre, se préparent à jouer. Jian retrouve un vieil ami qui, furieux de sa disparition, lui reproche d'être venu ici. Jian, inquiet, lui conseille de suivre ses instructions si son ami veut survivre. Le jeu commence, sur le même terrain que précédemment. Gino et son équipe suivent la piste, mais ils ne trouvent aucune installation. Ils trouvent plutôt un pêcheur et enquêtent sur un traceur, qui semble avoir été donné gratuitement aux pêcheurs. Gino se rend compte que quelque chose ne va pas avec le traceur de Jian, et découvre qu'il a été retiré avant d'entrer dans le jeu. Jian, sans traceur, se rend vite compte qu'il est piégé et que sa seule chance est de guider les autres pour survivre. Il leur explique que pour rester en vie, ils doivent suivre ses instructions. Tout le monde commence à le suivre, mais certains restent sceptiques. Un rappeur, distrait, provoque la colère des snipers en tournant autour d'une mouche, et il est abattu immédiatement. Ce geste effraie les autres, qui commencent à écouter Jian. Lors du jeu, Jian les guide avec expérience pour éviter les pièges, mais un rappeur, sous l'effet de drogue, pousse ses camarades et provoque la mort de plusieurs d'entre eux, tués par les snipers. Alors que la ligne de départ est franchie, beaucoup de joueurs ont traversé, mais l'un d'eux a demandé de l'aide à Jian. Ce joueur avait été touché par une balle au pied, mais il avait survécu. Jian l'a aidé à traverser, mais malheureusement, un sniper l'a tué en pleine tête,
ce qui a énervé les gardes. Ce sniper, Niall, a agi de la sorte pour empêcher les organes des morts de se détériorer trop rapidement, ce qui aurait compromis leur valeur dans les marchés noirs des Skid Games. De retour sur l'île, Gino est désespéré, se demandant où il pourrait trouver Jian. Il réalise que les installations des Skid Games ne se trouvent pas sur les îles proches. De plus, une tempête approche, ce qui pousse le groupe à envisager de revenir. Les joueurs, de plus en plus paniqués par la perspective de la mort imminente, sont confrontés à l'arrivée des gardes. Ces derniers annoncent un nouveau tour de vote. Si la majorité souhaite quitter, les gains seront divisés entre les participants. Cependant, Jian convainc ses camarades de continuer à jouer, leur expliquant que leur dette est plus importante que l'argent qu'ils recevraient s'ils se sauvaient. Une jeune femme spirituelle intervient, suggérant que la mort est inévitable et que l'on doit l'accepter. Lors du vote, Jian est le premier à choisir d'arrêter le jeu. Les autres suivent, mais nombreux sont ceux qui veulent poursuivre. Finalement, un seul vote fait basculer la décision, et le jeu continue. Ce vote a été donné par le mystérieux numéro 1, qui se révèle être le froment déguisé en participant. Plus tard, on nous montre les cercueils des joueurs décédés, et certains sont marqués d'un croix, ce qui signifie qu'ils ont été tués pour leurs organes. Pendant que des gardes travaillent à extraire les organes d'un des corps, ils réalisent qu'un garde est responsable des tirs à la tête pour accélérer le processus de dégradation des organes. Ils alertent immédiatement le froment. Jian, de plus en plus préoccupé par le fait que chaque participant au jeu est condamné à mort, parle à ses compagnons. Il leur rappelle les épreuves du passé, notamment le jeu de Sugar Candy, où les participants devaient découper des formes dans des bonbons. Le triangle était la forme la plus facile, tandis que l'umbrella, parapluie, était la plus difficile. Jian repense alors à son propre choix de l'umbrella dans le précédent jeu, conscient qu'il avait failli y perdre la vie. Alors que tous les participants se préparent pour les prochains défis, le froment s'approche de Jian et lui pose des questions sur son expérience, suggérant qu'il pourrait utiliser ses connaissances pour guider les autres et maximiser leurs chances de survie. Jian, profondément troublé, explique que l'argent qu'il gagne dans le jeu ne leur appartient pas, mais provient des morts. Il en a assez de ce système de mort et de profit. Ino, son compagnon, lui rétorque qu'il ne doit pas trop y penser. Cependant, Jian est en colère et lui demande pourquoi il n'a pas arrêté le jeu quand il en avait l'occasion. Ino explique que beaucoup de participants sont venus pour gagner de l'argent, car leur dette dépasse ce qu'ils ont gagné jusqu'à présent. Après une discussion houleuse, un autre de leurs amis, Jin, propose de réfléchir à une nouvelle stratégie pour les prochains jeux afin de sauver le plus de vies possible. Pendant ce temps, un autre groupe de participants discute. L'un d'eux, un investisseur en crypto-monnaie nommé Jacques, explique comment son entreprise a échoué, entraînant des pertes financières pour plusieurs personnes, dont un rappeur nommé Thomas. Jacques a donc décidé de participer au Skid Game pour essayer de récupérer de l'argent. Cependant, un de ses associés, enragé par la perte d'argent, tente de le tuer. Jian et son ami interviennent pour stopper la bagarre, et après l'incident, tout le monde se retire dans ses quartiers. Plus tard, Ino s'excuse auprès de Jian pour son comportement. Il lui révèle que la raison pour laquelle il a voulu continuer le jeu était liée à sa femme qui souffre d'un cancer du foie et nécessite une transplantation. Pour financer l'opération, il avait emprunté de l'argent, mais a été accusé de corruption, ce qui a entraîné la perte de son travail et l'augmentation de ses dettes. Il se trouve donc dans une situation désespérée. Touché par cette histoire, Jian décide de l'aider à préparer une stratégie pour le prochain jeu. Un changement de scène nous montre le nouveau froment appelant Niall, une garde responsable des tirs à la tête. Niall explique que l'ancien froment lui avait donné l'ordre de tuer les inutiles de cette manière afin de récolter plus rapidement des organes. Le nouveau froment lui ordonne de ne plus tirer à la tête, lui expliquant que les organes prélevés pourraient sauver des vies et qu'elle doit se souvenir de cela. Il lui révèle également que, si elle continue ainsi, ses propres organes pourraient être pris, la menaçant de lui retirer sa fille, qu'elle recherche désespérément depuis sa disparition. De retour dans le monde extérieur, Gino, toujours déterminé, se rend chez le commissaire pour lui demander de l'aide. Il lui raconte tout, mais le commissaire lui répond qu'il n'y a aucune preuve et que son histoire semble invraisemblable. Gino, ayant perdu son emploi à cause de la situation, refuse de se laisser abattre et décide de réunir son équipe pour rechercher l'île des Skid Games. La scène suivante nous ramène à l'île où le jeu continue.
Un nouveau défi commence, et cette fois, tous les participants choisissent la forme triangulaire. Mais lorsqu'ils ouvrent les boîtes, ils découvrent que les triangles contiennent de nombreux petits triangles. Cette vision effraie tout le monde. Jian, terrifié, se réveille soudainement et découvre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Cependant, il est déjà temps pour un nouveau jeu. Cette fois, ils sont transportés dans un autre endroit où ils doivent jouer à un jeu qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Jian est perdu et, quand les autres lui demandent des explications, il avoue qu'il ne connaît pas cette nouvelle épreuve. Cela provoque la colère des participants. Avant qu'il ne commence à le menacer, Ino intervient à nouveau pour calmer la situation. Les organisateurs leur demandent ensuite de former des équipes de 5, ce qui semble être un nouveau test de coopération et de stratégie. La petite amie de Jacques, Denny, est approchée par Jacques, qui lui demande de rejoindre son équipe. Cependant, Denny refuse, car elle ne voulait plus rester avec Jacques. Elle décide alors de rejoindre l'équipe de Jian et leur demande de l'accepter, en expliquant qu'elle est enceinte et que personne d'autre ne l'acceptera. L'équipe accepte, et une nouvelle équipe est formée. Nous découvrons maintenant la deuxième équipe, composée de Carrie, Mehdi, et un duo mère-fils, Park et Gyeong. À ce moment-là, une puissante magicienne rejoint leur groupe. Après que toutes les équipes aient été formées, il leur est annoncé que les pieds de chaque membre seront liés, et ils devront marcher ensemble dans un cercle. Après 5 mètres, un jeu commencera, et les participants devront avancer en le jouant. Ils devront terminer leur cercle dans un temps imparti. Lorsque le nom des jeux est annoncé, les équipes commencent à se coordonner et désignent les membres les plus qualifiés pour chaque jeu. Le premier jeu commence et les 2 premières équipes jouent ensemble. La première équipe, Dashi, joue très bien et avance rapidement, mais ils échouent à frapper la pierre avec une autre pierre. La pierre tombe, et lorsqu'ils essaient de la récupérer, ils tombent, perdant ainsi du temps. Cependant, ils parviennent à terminer ce round et à avancer. Le prochain jeu consiste à faire tourner un toupie, et bien qu'un membre de l'équipe échoue au premier essai, il réussit à le faire tourner correctement au deuxième essai, tandis que l'autre équipe reste bloquée dès le premier round. Le temps écoulé, l'autre équipe est abattue par les Skid Game et éliminée. L'équipe de Dashi, bien qu'ayant passé plusieurs rounds, ne parvient pas à terminer son cercle dans le temps imparti et est également éliminée. Les spectateurs sont terrifiés par ce spectacle. Les corps sont emportés et un dernier membre encore en vie est mis dans un cercueil, avec une croix tracée sur celui-ci. C'est alors que Néol arrive et tire dans la tête de l'homme, le tuant instantanément. Le froment et ses gardes, voyant cela, deviennent furieux. Il est maintenant temps pour l'équipe de Kat. Kat prend les choses en main et guide son équipe. D'abord, un jeu de dashi est joué, mais un membre échoue à faire tourner son carte. Kat lui dit de tenir la carte à l'envers, ce qui lui permet de réussir du premier coup. Il passe au jeu suivant, où il faut frapper une pierre avec une autre. Le jeune homme échoue d'abord, mais Kat encourage tout le monde à avancer ensemble. Il se souvient alors de l'homme qui lui a volé tout son argent et dans un accès de colère, il réussit à frapper la pierre avec précision et à gagner ce round. Il continue avec le prochain jeu. Ils doivent attraper 5 dés en même temps. Kang échoue au premier essai, mais son fils l'encourage à se rappeler de la fille dont son père est parti à cause d'elle. En y pensant, elle réussit à attraper les 5 dés d'un coup. Il passe alors à la prochaine étape avec succès. Le prochain round implique de faire tourner un toupie, mais la magicienne échoue à 2 reprises et commence à pleurer en disant qu'ils vont tous mourir. Voyant sa détresse, Kat la gifle vigoureusement et lui dit que si elle ne réussit pas, elle la tuera. Effrayée, la magicienne parvient à faire tourner le toupie et l'équipe remporte ce round. Ensuite, ils doivent lancer un pom-pom avec leurs pieds. Kat dirige l'équipe et, avec une grande facilité, ils réussissent à lancer le pom-pom 5 fois. Ils complètent leur cercle avant la fin du temps imparti. Leur victoire réjouit tout le monde comme si chaque membre avait gagné. Mais l'autre équipe qui n'a pas réussi à terminer son cercle à temps est éliminée. Ainsi, le jeu continue avec des victoires et des défaites, chaque équipe perdante étant abattue. Enfin, c'est au tour de l'équipe de Jian. Ils encouragent l'équipe voisine et commencent leur jeu. Le premier jeu est joué par Denny, le deuxième par l'ami de Jian, et le troisième par Lee, qui réussit à attraper les 5 dès le premier essai. Et il a expliqué qu'il était expert dans ce domaine,
car il jouait toujours avec ses sœurs. Le quatrième jeu qu'il devait jouer consistait à faire tourner une toupie. Lors du premier essai, il échoue, mais ils avancent ensemble et essaient à nouveau. Cette fois, il délibérément lance la toupie derrière lui, et personne ne comprend son geste. Il ramène la toupie et commence à jouer un autre tour, où il fait semblant d'être tellement perturbé par sa défaite qu'il se met à se battre lui-même. Jian lui conseille de se rappeler comment il faisait tourner la toupie lorsqu'il était enfant, et cette fois, il réussit à faire tourner la toupie correctement. Le tour suivant est celui de Jian, qui doit frapper un pom-pom avec son pied 5 fois. Il réussit facilement à le faire 4 fois, mais la 5e fois, le pom-pom avance. Avant qu'il ne touche le sol, Jian place son pied pour l'empêcher de tomber et gagne ce round. Ils sont tous très heureux de cette victoire, mais l'équipe voisine n'a pas réussi à accomplir ses tâches à temps et a été éliminée. Cette situation attriste Jian, qui retourne dans sa chambre, où de nombreuses personnes sont en colère contre lui car elles pensent que l'argent des gagnants sera maintenant partagé. Les gardes arrivent alors et leur montrent les prix des gagnants, leur expliquant que 110 personnes sont mortes et qu'il ne reste plus que 255 participants. Chaque gagnant pourrait maintenant recevoir 78 millions de yens. Ensuite, un autre vote aura lieu pour décider si le jeu doit continuer. Si la majorité des participants votent pour arrêter le jeu, l'argent sera partagé entre tous. Beaucoup estiment que la somme est trop faible. Jian conseille à son équipe de voter pour arrêter le jeu, et il leur promet de leur donner l'argent qu'il gagnera s'ils décident d'arrêter. Son équipe accepte, et il vote en faveur de l'arrêt du jeu. Ensuite, c'est au tour de Park, dont la mère, Gong, lui dit de voter pour l'arrêt du jeu. Elle lui explique que, avec l'argent combiné de tous les deux, il pourra rembourser ses dettes. Cependant, Park choisit de continuer le jeu car ses dettes sont bien plus importantes et il n'a pas dit à sa mère à quel point elles sont énormes. Le vote continue, et de plus en plus de participants votent pour que le jeu continue. Jian et son équipe sont furieux de voir que malgré tout ce qui s'est passé, beaucoup veulent continuer. Un homme plus âgé explique que ses dettes sont trop importantes et qu'il doit absolument gagner de l'argent ici, tandis qu'un autre dit qu'il préfère mourir ici plutôt que de retourner dehors et mourir de toute façon. Jian n'a plus d'arguments à répondre à ces raisons. Lorsque le vote se termine, Jian, bien qu'ayant voté pour l'arrêt du jeu, voit que cela n'a pas suffi, car la majorité souhaite continuer. Après la fin du vote, Park voit que Gong, sa mère, est en colère contre lui. Il s'approche et lui explique la situation, lui avouant qu'il a de grandes dettes et que les créanciers sont extrêmement dangereux. Si lui ne rembourse pas, ils vendront tout ce qu'ils possèdent. Gong le pardonne et lui promet de le soutenir. Park lui jure qu'il votera pour l'arrêt du jeu la prochaine fois. De son côté, Jian est dévasté par l'attitude de son ami Zhang, qui a voté pour que le jeu continue, malgré la promesse faite à Jian de lui donner l'argent qu'il gagnerait. Zhang s'excuse et explique qu'il a des dettes énormes à rembourser et qu'il a besoin de l'argent. Mais il promet que la prochaine fois, il votera pour arrêter le jeu. Jian, triste, leur dit à tous qu'ils devront peut-être s'entretuer pour survivre à la fin du jeu. En attendant, les participants ont quelques provisions supplémentaires, et ils décident de les partager avec Denny, qui est enceinte et a besoin de plus de nourriture. La scène suivante se déroule dans les toilettes, où Jack et Tano, un rappeur, sont montrés. Tano, toujours avec Jack, lui rappelle qu'il lui doit de l'argent, le traitant de débiteur et lui ordonnant de gagner de l'argent pour lui. Jack lui répond qu'il n'est pas responsable de la perte de son argent. Tano avait acheté des actions de Lion sur ses conseils, mais lorsque Jack lui avait dit qu'il était temps de les vendre, Tano n'avait pas voulu écouter. Il avait donc perdu tout son argent lui-même, et Jack n'avait rien à voir avec cette perte. Jack rit et lui répondit « Si je gagne l'argent, tu seras probablement déjà mort ». Cette remarque énerva tellement le rappeur qu'il attrapa Jack par le cou et commença à l'étrangler. Heureusement, l'équipe de Jian arriva à temps pour arrêter la bagarre. Ils retournèrent tous dans leur chambre, où Jian leur expliqua qu'ils devraient se relayer pour garder l'endroit. Il avait vu comment, pour de l'argent, les gens pouvaient devenir des bêtes et tuer leurs propres coéquipiers pour gagner la récompense. La nuit arriva, et Jian garda longtemps son tour de garde. Puis Zhang se leva et lui dit « Dors, je vais garder le tour. Je me souviens encore de la dernière fois où tu es venu me demander de l'argent. Mais si j'en avais, je te l'aurais donné. » Jian ne répondit rien.
À travers leur conversation, on comprend que leur amitié est très profonde et ancienne, remontant à leur enfance, à l'école et même à leurs premiers emplois. Zhang demanda alors à Jian, « Si tu avais autant d'argent, pourquoi es-tu revenu dans ce jeu ?» Jian ne répondit pas, mais lui posa une question en retour. « Que feras-tu de mon argent si je meurs ici ?» Cela rendit Zhang triste, et il répondit, « Ne dis pas ça, nous sortirons tous les deux d'ici vivants. » Jian répondit, « J'espère aussi qu'on sortira vivants tous les deux, mais maintenant je suis en train de perdre, et les gens ne me comprennent pas. » Le jour suivant, les gardes préparèrent tout le monde pour un nouveau tour du jeu. Tous les participants furent réunis dans une grande salle où un grand podium tournait. Chacun devait monter sur ce podium, et un numéro lui serait attribué. Il devait ensuite former une équipe avec le nombre de personnes correspondant à ce numéro et se rendre dans une salle spécifique qu'il devait verrouiller. Ceux qui n'étaient pas dans la bonne salle ou qui étaient trop nombreux ou trop peu nombreux seraient tués. En entendant cela, les participants commencèrent à élaborer des stratégies pour survivre. Lorsque Jian monta sur le podium, il obtint le numéro 10. En 30 secondes, il devait former une équipe de 10 personnes et se rendre dans une salle. L'équipe de Jian et celle de Kat se rendirent rapidement dans une salle et fermèrent la porte. Une fois les 30 secondes passées, les gardes tuèrent ceux qui étaient restés dehors. Jian fut très affecté par cette scène. Dans leur salle, ils rencontrèrent un voyant qui leur dit « C'est à cause de moi que vous êtes encore en vie. » Tout le monde se tourna vers lui, et Jian, le regardant, lui répondit « Si tu es encore en vie, cela signifie qu'il se passe quelque chose de grand ici. » Mais personne ne prêta vraiment attention à ces paroles. Au tour suivant, ils retournèrent sur le podium, où ils tirèrent le numéro 4. Tout le monde se précipita de nouveau pour former des équipes et se diriger vers les chambres. L'équipe de Kat se ferma dans une salle, en laissant le voyant dehors, tandis que celle de Jian le laissa entrer. Puis, comme lors du tour précédent, des participants furent tués. Les gardes tuèrent aussi ceux qui étaient dans une chambre avec trop de personnes. Lorsqu'ils sortirent des chambres, le voyant les regarda d'un air étrange. Jian et son équipe étaient préoccupés pour lui, mais il semblait satisfait de sa situation et expliqua qu'il avait l'habitude de se lier d'amitié rapidement avec les gens, ce qui lui permettait de survivre. Le tour suivant commença, et à cette occasion, ils furent assignés au numéro 3. Ils formèrent de nouvelles équipes et poursuivirent le jeu. Gong souhaitait avancer avec son fils Park, mais deux garçons l'enlevèrent de force et l'emmenèrent dans une salle. Gong était très inquiète de voir que son fils l'avait laissé derrière. Elle était terrifiée qu'il ne se soucie pas d'elle, même si elle mourait. En voyant cela, Jian et son équipe intervinrent, attrapant Gong et l'emmenant dans une salle. Là, Gong se sentit encore plus désemparé, car son fils ne semblait pas se soucier d'elle. Lorsque Jian et ses coéquipiers virent la détresse de Gong, ils étaient eux-mêmes affectés. Mais quand ils sortirent de la salle, Park semblait triste de l'avoir laissé. Gong le prit dans ses bras et le consola. Kat et Métis rencontrèrent également Gong, et un troisième membre les rejoignit après avoir été sauvé par Jian et son équipe. Le tour suivant commença, et cette fois, ils furent assignés au numéro 6. Ils recommencèrent à former leurs équipes. L'équipe de Dodi se dirigeait vers une salle, mais en bousculant accidentellement Badi, elle resta derrière. Tout le monde était inquiet, mais soudain, Jacques arriva en courant, pénétra dans leur salle et verrouilla la porte. Madi, qui était resté dehors, se fit tuer sous les yeux des autres, ce qui attrista profondément Kat. Madi était sa première amie dans ce jeu, et Kat, furieuse, se tourna contre Jacques. Cependant, Jacques leur expliqua que s'il n'était pas intervenu à temps pour verrouiller la porte, tout le monde serait mort. « J'ai sauvé vos vies », ajouta-t-il. Bien que sa remarque ait eu du sens, cela calma la colère du groupe. Le prochain round commença. Les organisateurs décidèrent cette fois-ci que les équipes seraient de 2 personnes. Il y avait maintenant 126 personnes et 50 chambres, donc chaque équipe devait se diriger vers une chambre. Lorsque Jian et Zhang entrèrent dans une chambre, un autre participant les suivit, ce qui fit qu'ils étaient 3. Si les gardes les avaient vus, ils les auraient tués. Pour sauver leur vie, Jian et Zhang tuèrent ce troisième homme, ce qui choqua Zhang, qui réalisa la dangerosité de Jian. La partie du jeu était maintenant terminée, et les morts étaient collectés dans des cercueils.
Ceux dont les organes ne pouvaient être extraits étaient incinérés, tandis que ceux dont les organes étaient récupérables étaient utilisés à des fins diverses. La scène changea, et on aperçut Gion et son équipe, qui utilisaient des drones pour trouver la bonne île. Sharman lui dit qu'il ne recherchait plus que les îles non explorées. Finalement, ils découvrirent une île avec une petite porte. Gion comprit que cette porte devait mener à une installation. Il envoya ses hommes pour l'ouvrir, mais dès qu'ils le firent, une énorme explosion se produisit, blessant gravement plusieurs membres de son équipe. Cela confirma à Gion que ce système faisait partie du plan des organisateurs du jeu pour provoquer des destructions et tuer davantage de participants. Dans la suite, les joueurs se réunirent à nouveau et discutèrent du jeu. Le voyant vint voir l'équipe de Kat et leur dit « Vous m'avez exclu, mais vous allez tous finir comme Betty, morts dans ce jeu. » Gong répondit en lui disant que ses paroles n'avaient pas d'importance, et que son équipe resterait en vie. De son côté, Jacques s'approcha de Dodi et lui dit qu'il voulait adopter son enfant. « Regarde, Dodi, nous allons arrêter ce jeu et sortir d'ici ensemble. Nous investirons l'argent que nous avons gagné dans une bonne vie. » Dodi s'énerva et lui répondit qu'il ne s'intéressait qu'à son argent et non à elle. « Je peux élever mon enfant toute seule avec mon propre argent, » dit-elle avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Gion et Jang comptaient les personnes qui voulaient arrêter le jeu. Malheureusement, il y en avait encore trop peu pour mettre fin au jeu, et la majorité des participants souhaitaient le continuer. Gion suggéra alors à Jang de discuter avec les autres pour tenter d'arrêter le jeu, mais Jang le prévint qu'une telle démarche risquait de provoquer des conflits violents, car ceux qui voulaient continuer le jeu s'opposeraient violemment à eux. La scène coupa de nouveau, et les organisateurs annoncèrent que désormais seulement 100 joueurs restaient. Si tous les 100 décidaient de quitter, ils recevraient chacun 365 millions de yens. La séance de vote commença alors, et cette fois-ci, elle était cruciale. Autant de joueurs votaient pour sortir que pour continuer le jeu. Grâce à l'influence du voyant, une fille vota pour que le jeu continue, ce qui augmenta le nombre de ceux qui voulaient continuer. Heureusement, Gion avait encore un vote, et tout le monde redoutait ce dernier vote. Jang, effrayé par les actes de Gion, tenta de prévenir Gion, mais ce dernier vota pour continuer le jeu, ce qui mit fin à la discussion et réjouit tous ceux qui étaient en faveur de cette décision. Cependant, aucune conclusion définitive ne fut tirée de cette première session de vote. Les gardes annoncèrent qu'un nouveau vote aurait lieu le matin, et d'ici là, aucun changement n'était possible. Tout le monde était inquiet à propos du vote du matin, ne sachant pas ce qui allait se passer. Un homme suggéra qu'ils choisissent un membre parmi eux pour prendre le contrôle et ainsi influencer le vote en leur faveur. Entendant cela, Park s'avança et dit « Si vous voulez que ce jeu s'arrête, je vais vous organiser une fête de nourriture. » Cela provoqua la colère de l'équipe adverse, et un des oncles de cette équipe répliqua « Si vous mourrez, nous gagnerons plus d'argent. » À ce moment-là, un garçon nommé Lee intervint et dit « Si ce jeu ne s'arrête pas, vous allez tous mourir. » La dispute s'intensifia et au bout de quelques instants, elle dégénéra en une bagarre. Gion remarqua que, pour faciliter la confrontation, les organisateurs avaient fourni du gaz, fog, aux participants, qu'ils pouvaient utiliser comme arme. La scène coupa ensuite et nous retrouvâmes dans les toilettes où un rappeur menaçait un autre homme, car celui-ci avait voté pour arrêter le jeu. Le rappeur lui ordonna de voter pour continuer le jeu. Jacques intervint alors et dit au rappeur qu'il ne pouvait pas intimider les gens pour leur vote. La dispute se transforma rapidement en une bagarre physique. Jacques voulait éviter la confrontation, mais le rappeur le surpuissa et commença à l'étrangler. Dans un acte de légitime défense, Jacques utilisa le gaz pour attaquer le rappeur et le tua en enfonçant le gaz dans sa gorge. Après la mort du rappeur, la situation devint encore plus chaotique et des bagarres éclatèrent partout. Les gardes surveillaient les toilettes, car ils voulaient que la violence persiste. Il fut révélé que de nombreuses personnes étaient mortes dans les toilettes, et que leur mort avait contribué à augmenter la somme d'argent collectée par les organisateurs. Dans une autre scène, Gion était avec son équipe, et ils remarquèrent qu'un de leurs coéquipiers semblait mal en point. Ce dernier s'éloigna pour vomir, mais en sortant, il aperçut un pêcheur, qu'il pensait être un allié, en train de saboter leur système. Il s'avéra que le pêcheur était en réalité un membre des organisateurs du jeu. Quand le pêcheur se rendit compte qu'un garde l'avait repéré, il l'attrapa et le jeta dans l'eau. Gion arriva peu après et, voyant le pêcheur, ce dernier tenta de se justifier en expliquant qu'il était simplement venu inspecter la situation. Grâce à un flashback,
il fut révélé que le frontman avait envoyé ce pêcheur pour éloigner Jion de son frère, afin de mieux surveiller ce dernier. Le jeu continua, et les équipes comptaient leurs membres pour voir combien de personnes avaient été tuées et quel impact cela aurait sur les votes. Il fut révélé que 2 membres de l'équipe de ceux qui voulaient continuer le jeu étaient morts, tandis qu'un membre de l'équipe de Jion était également tombé. Si le vote avait eu lieu le matin, l'équipe de Jion aurait gagné, mais Jion savait que les choses ne se passeraient pas ainsi. Il prédit que, cette nuit-là, quelqu'un serait sûrement tué. La scène se coupa pour montrer les gardes en train de gérer leurs affaires illégales, transportant des organes par la mer pour les vendre à un prix élevé. Pendant ce temps, Jion expliqua à ses coéquipiers que les organisateurs tenteraient probablement de les tuer cette nuit-là. « Nous devons tuer les membres du jeu pour nous sauver, proposa-t-il. Mais cela n'allait pas être facile. » Jion suggéra que, si nécessaire, ils pouvaient attaquer les autorités et prendre le contrôle pour stopper le jeu, mais cela risquait de causer de nombreuses pertes parmi leur équipe. En discutant des risques, Jion expliqua que les chances de leur équipe de mourir étaient faibles, car les organisateurs ne soupçonnaient pas qu'ils allaient attaquer les autorités. Entendant cela, Ino, un autre membre de l'équipe, lui donna un regard intrigué, semblant reconnaître la véracité de ce plan. La scène se coupa à nouveau et nous retrouvâmes Jion et ses compagnons se cachant sous des lits pendant la nuit, sachant que la bataille à venir allait être violente et que de nombreuses personnes allaient mourir. La plupart des membres de leur équipe étaient cachés pour éviter d'être tués, et ils attendaient avec impatience le matin pour voir ce que la prochaine session de vote apporterait. Car cela enlèverait tout l'intérêt du jeu. C'est pourquoi, lorsque l'équipe voulant continuer le jeu attaqua l'équipe de Jion et tua quelques-uns d'entre eux, les gardes intervinrent rapidement pour stopper la bataille. Les gardes commencèrent à vérifier les corps pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Cependant, Jion et son équipe s'étaient cachés parmi les victimes et réussirent à saisir les armes des gardes, leur volant leurs fusils. En réalité, leur plan consistait à simuler leur mort pendant la bataille, pour que, lorsqu'ils se rapprocheraient des gardes, ces derniers ne se méfient pas et qu'ils puissent leur prendre leurs armes. Une fois cela fait, Jion et son équipe avaient l'intention d'utiliser ces armes pour attaquer les autorités et mettre fin au jeu. Voyant cela, davantage de gardes arrivèrent pour sauver leurs collègues et tenter de contrôler la situation. Mais pour éviter de susciter des soupçons, Jion et son équipe commencèrent à tuer leurs propres gardes, afin de ne pas éveiller la méfiance et pour s'assurer que personne ne penserait qu'ils étaient des autorités. Un nouveau frontman, observant la situation, ordonna que tous les gardes retournent dans leur salle. Tous commencèrent à sortir, mais avant qu'un garde ne parte, la porte se referma et ce dernier se rendit, se soumettant aux autres. Cependant, Jion choisit de ne pas le tuer. Dans une autre scène, un membre de l'équipe de Jion voulait venger l'attaque contre son groupe en tuant ceux qui les avaient attaqués. Mais Jion l'arrêta, expliquant qu'il ne devrait pas tuer ces personnes. Si nous les tuons, il n'y aura plus de différence entre nous et eux. Nous n'avons pas pris ces armes pour tuer ces gens, mais pour tuer ceux qui ont conçu et gèrent ce jeu, expliqua-t-il. La bataille était maintenant inévitable. Jion les encouragea à avancer, car, bien qu'ils ne sachent pas ce qui les attendait, ils devaient se battre. Beaucoup étaient prêts à se battre, mais Gong arrêta Park de participer à cette guerre. Ils avancèrent, prenant les fusils des gardes. K, qui avait un passé militaire, leur apprit à utiliser les armes. Plus tard, après un bref repos, Jion ôta le masque d'un garde et découvrit que c'était un jeune garçon. Après cette révélation, Jion décida de le conduire vers leur boss. Le garde les mena jusqu'à l'extérieur, mais dès qu'ils sortirent, de nombreux gardes commencèrent à attaquer. Ils ripostèrent, et une intense fusillade éclata. Plusieurs gardes moururent sous les balles, mais Jion et son équipe réussirent à esquiver les tirs. K, dans un mouvement audacieux, tira sur toutes les caméras de sécurité, afin qu'ils ne soient pas surveillés. Finalement, ils atteignirent la salle de contrôle. K leur expliqua qu'ils pourraient ouvrir la porte avec l'aide du masque du garde. Mais à peine Jion prit le masque qu'il aperçut le frontman et mourut sur le coup. Voyant cela, les gardes à l'extérieur recommencèrent à tirer sur Jion et ses alliés. Ne pouvant plus riposter à cause du manque de munitions, Jion utilisa le masque du garde pour activer la salle de contrôle. Grâce à cela, ils purent progresser. À l'intérieur, Jion et Jang commencèrent à éliminer les gardes un par un pour avancer, mais les caméras de sécurité les repérèrent, et Black Mask envoya une équipe entière de gardes pour les stopper. Le combat s'intensifia, mais Jion et Jang se retrouvèrent rapidement en sous-nombre face aux gardes. Jion ordonna à Ino de revenir pour les sauver,
Mais Ino expliqua qu'il n'avait plus de munitions. Gion lui demanda de partir chercher les munitions dans la salle, car ils en avaient besoin pour continuer à se défendre. Il était devenu évident qu'ils avaient besoin de plus de munitions. Zhang couvrit ses coéquipiers en tirant sur les gardes, et Gion allait chercher les chargeurs des gardes qu'ils avaient tués. Li, qui était retourné dans le hall, commença à rassembler les chargeurs des gardes présents, et Park l'aida dans cette tâche. D'un autre côté, Gion réalisait que les gardes continuaient de tomber sous ses balles, et la situation devenait de plus en plus désastreuse. Voyant cela, Ino, dans l'espoir de sauver Gion, lui suggéra qu'il y avait peut-être un autre chemin menant à la salle de contrôle par l'arrière. Ino lui promit de le couvrir. Gion accepta et, croyant en sa suggestion, lui donna son dernier chargeur. Alors qu'Ino s'apprêtait à partir, une série de tirs résonna et le déstabilisa. K, via la radio, lui ordonna de monter, mais Ino jeta l'appareil au sol, trop effrayée pour continuer. K, furieuse, l'insulta et décida de descendre pour prendre les chargeurs elle-même. De son côté, Ino, qui se trouvait dans un passage arrière, avait besoin de prendre des mesures pour assurer sa couverture. Il simula une blessure et envoya un message à Gion, en le trompant pour lui faire croire qu'il avait été gravement blessé dans l'attaque des gardes. Il réussit même à tirer sur un autre homme pour donner l'impression que l'attaque avait été encore plus violente. Gion, croyant à cette mise en scène, pensa que son ami avait été mortellement blessé, ce qui le bouleversa énormément, ne sachant pas qu'Ino était en réalité le plus grand traître. À ce moment, K, qui était sorti pour prendre les chargeurs, se retrouva confrontée à un grand nombre de gardes. Elle décida de les éliminer, mais l'équipe la stoppa, lui conseillant de ne pas les tuer. Curieusement, K accepta cette décision. Grâce à ce retard, la situation se compliqua encore plus. Avec l'arrivée de nouveaux gardes, tous les membres du groupe furent contraints de se rendre. Les gardes finirent par les capturer un par un et les abattre. La scène suivante nous montre Gion et Zhang, qui, faute de munitions, se rendirent également. Devant eux se tenait le frontman, qui leur demanda s'ils s'étaient bien amusés en revenant ici. Cependant, il leur fit comprendre que ce qu'ils avaient fait n'était pas acceptable et qu'ils allaient en payer le prix. Alors qu'il pointait son arme sur Gion, il tira sur Zhang, son propre ami, pour augmenter la douleur de Gion. Voyant son ami mourir, Gion hurla de douleur, et c'est là que cette saison prit fin, remplie de mystères. Qui a gagné la guerre? Qui obtiendra l'argent? Et Gion pourra-t-il retrouver ceux qui ont causé tout cela? Tous ces mystères seront révélés dans la prochaine saison.